Il nous semblait important à l'occasion de la COP qui va se tenir au Bourget dans maintenant une semaine, la 21e conférence des parties, c'est-à-dire sous l'égide des Nations Unies, c'est les 195 États qui vont se réunir pour la 21e fois pour échanger sur les mesures à prendre pour contenir la hausse du réchauffement climatique sur la planète. Il nous semblait surtout important de se saisir de cette occasion pour aborder quelque part deux questions. Comment on prend conscience de ces enjeux autour des questions climatiques en mettant l'accent sur les inégalités liées à l'environnement. Je pense que c'est le produit d'un travail de lecture, de discussion, bref, de processus très sensible, de très affectif, que notre cerveau il a ces deux fonctions-là, la fonction analytique et la fonction affective, émotionnelle, et que c'est quand ces deux parties-là du cerveau se mettent en route et fonctionnent et ils font tourner cette idée du changement climatique, qu'on commence à vraiment le comprendre, ou en tout cas avoir un rapport à ça. Je me souviens, j'avais 8 ans quand il y a eu l'accident de Tchernobyl, et je regardais très tard la télévision tout seul à la maison, droit de réponse, c'était un débat qui était qui est fameux, où il y a des gens qui débattaient sur est-ce ou pas le nuage de déchets radioactifs avait ou pas traversé la planète. Mais au-delà de ça, j'ai grandi en banlieue, dans des classes populaires, une famille pauvre, on va dire, où toute sa vie, ma mère a payé énormément d'argent à EDF pour des appartements qui étaient mal chauffés, souvent trop chauffés, mal isolés plutôt. À l'époque, on ne savait pas du tout que c'était l'un des éléments les plus contributifs au réchauffement climatique, parce qu'en plus de la voiture, en plus de l'élevage intensif, le parc immobilier est l'une des premières sources en France d'émissions de gaz à effet de serre. On a grandi dans ce qu'aujourd'hui on appelle la malbouffe, c'est-à-dire que nous, on n'avait pas accès, dans les quartiers populaires, on a difficilement accès à une alimentation de qualité, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai cru que les poissons, c'était des bâtonnets, le capelniglou et autre chose. Le jour où j'ai eu la chance de partir au Bled, au Congo, parce que je suis originaire du Congo, et je me souviens que je devais avoir pareil 6-7 ans. Une fois que j'ai vu une poule avec ses poussins, c'était quelque chose pour moi, c'était un choc fondamental. Et donc j'ai grandi dans ces inégalités-là. Si vous y rajoutez le chômage, si vous y rajoutez les discriminations, j'ai grandi dans un environnement qui pour moi était particulier, où à la fois lutter pour des questions très quotidiennes et que tout le monde peut avoir en partage, comme le droit à l'emploi, pouvoir travailler, les questions des violences policières, les questions de discrimination, étaient imprégnées en moi aussi des questions totalement concrètes de c'est quoi mon rapport au monde, c'est quoi mon rapport à la nature, c'est quoi mon rapport à la planète. Je le dis d'autant plus que ça a été un processus qui a été un peu lent, qui a été long, et où, au final, j'ai finalement rejoint les mouvements écolos, politiques. J'ai été longtemps membre des Verts à titre individuel, mais aussi, je me suis très vite rendu compte que dans les quartiers populaires, les questions d'environnement étaient difficiles à mettre en œuvre. Il y a toutes sortes de types d'inégalités sur lesquelles ces sociologues travaillent depuis que la sociologie existe. En travaillant sur ces thèmes-là, je me suis aperçu qu'il y avait une forme d'inégalité qui avait été insuffisamment prise en considération par les sociologues, et qui sont les inégalités liées à l'environnement. Des inégalités qu'on appelle parfois écologiques ou environnementales. En d'autres termes, en travaillant sur ces questions-là, ça a déjà été dit en partie, on s'aperçoit que les différentes catégories de la population ne sont pas égales face à l'environnement. Selon que vous êtes un ouvrier, par exemple, ou un cadre supérieur, selon que vous êtes un immigré récent ou pas, selon que vous êtes un homme ou une femme, le type de nature auquel vous avez affaire, le type de ressources naturelles auxquelles vous avez affaire n'est pas du même ordre. Par exemple, dans le cas de Katrina qu'évoquait Jade, donc Katrina c'est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire récente, en 2005 à la Nouvelle-Orléans, les sociologues ont démontré que les populations qui ont souffert de manière privilégiée de cet ouragan, c'est les populations noires. Donc, tout le monde ne souffre pas de la même chose, de la même manière des altérations de la biodiversité. Ces inégalités environnementales, elles existent à l'échelle planétaire, mais elles existent également en France. Quelques exemples où, lorsque des pics de pollution sont mesurés, les pics de pollution les plus élevés sont-ils mesurés en Île-de-France? Quel est le département en Île-de-France où les pics de pollution sont les plus élevés? Eh bien, c'est le 93. Le 93 qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine, d'une part, et qui est aussi, comme vous le savez,
le département qui accueille le plus grand nombre d'immigrés récents. C'est notamment autour de l'autoroute A1 que les pics de pollution les plus élevés sont mesurés en Ile-de-France. Ce qui démontre que, là encore, quelque chose qui a l'air d'être très également réparti, c'est-à-dire la pollution de l'air, eh bien, en fait, l'est très inégalement. En d'autres termes, selon où vous habitez en Ile-de-France, eh bien, vous n'avez pas accès à une qualité de l'air qui serait du même ordre. Un autre exemple, il y a une étude qui est parue en 2014 sur la localisation des incinérateurs à déchets en France. Les incinérateurs à déchets, vous le savez peut-être, émettent dans l'atmosphère ce qu'on appelle des dioxines et toutes sortes de polluants qui ont des effets notamment cancérigènes sur les populations. Or, cette étude, elle démontre que plus il y a d'immigrés dans une ville ou à proximité d'une ville, et plus il y a de chances pour qu'un incinérateur à déchets, donc émetteur de dioxines qui sont donc cancérigènes, eh bien, soit localisé à proximité de cette ville. Donc là encore, en termes d'incinérateurs à déchets, et pas seulement pollution de l'air, on constate tout à fait clairement qu'il y a des inégalités en termes d'accès à une nature d'une qualité, disons correcte. Selon, encore une fois, que vous appartenez à telle ou telle classe sociale, à tel ou tel groupe ethno-racial, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, le type de nature auquel vous avez affaire n'est pas du même ordre. Alors moi, il y a une forme d'inégalité environnementale qui m'a particulièrement intéressé et qui ouvre le livre que tu évoquais tout à l'heure. Et ce sont les inégalités de type racial, ce qu'on appelle parfois le racisme environnemental. C'est un concept qui est très intéressant, le racisme environnemental, qui a assez peu été pris en considération dans le contexte français et qui naît en fait aux États-Unis. Ce concept de racisme environnemental, il émerge aux États-Unis à la fin des années 70 et au début des années 80, dans le contexte du mouvement des droits civiques. Le mouvement des droits civiques, vous savez, c'est Martin Luther King et compagnie. Le mouvement des droits civiques, de manière un peu tardive, à la fin des années 70, alors qu'il est un peu en perte de vitesse déjà, s'aperçoit de la chose suivante, c'est que les Noirs aux États-Unis sont victimes de toutes sortes de formes de racisme, mais qu'il y a une forme de racisme qui avait été jusque-là relativement inaperçue, c'est précisément le racisme environnemental. En d'autres termes, les Noirs aux États-Unis sont victimes de toutes sortes de racisme, mais aussi d'un environnement qui est dégradé. On va créer un espace qu'on va appeler la zone d'écologie populaire. C'est un pied de nez au ZEP, et qui se veut un espace à la fois antiraciste. C'est important parce que, en fait, le lien entre inégalité environnementale et origine sociale, c'est toujours les plus pauvres qui sont les plus pollués, mais inégalité environnementale et origine ethno-raciale, il faut trouver le terme qui soit juste, sont tout autant liés. Je trouve que je me dis que pour faire évoluer les comportements, en fait, c'est peut-être intéressant de plus s'axer sur un avenir positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il y a comme alternative, en fait, par exemple aux énergies fossiles? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour remplacer, en fait, ce que nous, on a déjà? Parce qu'en fait, on voit que le côté négatif de la pièce, en fait, on voit que notre confort sera atteint ou qu'on ne pourra plus faire ci ou ça, mais on ne voit pas ce qu'on peut faire et ce que ça nous apporte, non seulement en termes climatiques, mais dans d'autres domaines, en fait, qui peuvent plus sensibiliser du coup à l'écologie et au bon comportement. Donc c'est ça, en fait, je trouve qu'on communique beaucoup sur les désastres que ça peut faire, ce qui est important bien sûr, mais qu'on ne communique pas assez. Peut-être que c'est un manque je ne sais pas si c'est un manque de connaissances ou d'investissement ou bien de projet, mais qu'on ne communique pas assez sur ce qu'on peut faire, en fait, à la place de ce qu'on fait déjà qui est nocif, en fait.